Mon mari m'avait préparé mon médicament du matin avec un sourire que je ne lui connaissais plus depuis des années. Ce sourire-là, doux, presque tendre, m'avait fait chaud au cœur. J'avais 63 ans, j'étais fatiguée depuis des semaines, et ce geste me semblait être un signe que les choses allaient peu, être s'arranger entre nous. C'est à ce moment-là que Paulette, notre aide-soignante à domicile, a fait tomber le petit verre en renversant le plateau. Puis, elle s'est penchée vers moi en faisant semblant de ramasser les comprimés éparpillés sur le carrelage, et elle a murmuré si bas que j'ai cru avoir mal entendu. « Ne prenez pas ça, Madame Élise. Je vous en supplie. Faites-moi confiance. » Mon sang s'est glacé. Je m'appelle Élise Cormier. J'ai 63 ans, et pendant 31 ans, j'ai cru connaître mon mari mieux que moi-même. 31 ans de mariage, une fille que nous avions élevée ensemble, une maison dans la banlieue de Nantes que nous avions retapée de nos propres mains. Une vie qui, vue de l'extérieur, ressemblait à ce que beaucoup de gens appellent une belle vie. J'aurais dû me méfier des vies qui ressemblent trop à ce qu'on est censé vouloir. Tout avait commencé quelques mois plus tôt, au printemps. Mon médecin m'avait prescrit un traitement contre l'hypertension, des comprimés à prendre chaque matin avec un grand verre d'eau. Rien de dramatique, juste l'âge qui avançait et le corps qui réclamait un peu d'attention. Mon mari, je l'appellerai simplement mon mari. Je n'arrive plus à prononcer son prénom depuis ce qui s'est passé, avait pris l'habitude de me préparer ce verre chaque matin. Il posait les comprimés sur le bord de la soucoupe, versait l'eau et me l'apportait au lit avec ce sourire que je ne lui avais pas vu depuis des années. J'avais pensé que c'était romantique. J'avais pensé que nous traversions enfin la crise du milieu de vie, que nous en sortions par le haut. Quelle naïve j'étais! Paulette travaillait chez nous depuis 7 mois. Elle avait la soixantaine, elle aussi, les cheveux courts et gris, des mains toujours propres et un sens du travail que j'avais rarement rencontré. C'était mon mari qui l'avait contactée après que notre ancienne aide à domicile avait déménagé à Bordeaux pour se rapprocher de ses enfants. Paulette était discrète, efficace et silencieuse de cette façon particulière qui fait qu'on finit par oublier qu'une personne est dans la pièce avec vous. Je lui avais à peine parlé pendant les premiers mois. Je le regrette encore. Ce matin-là, notre fille Camille... non, Camille est dans la liste des noms déjà utilisés, notre fille Lucie, n'était pas là non plus. Pardon, je dois recommencer. Ce matin-là, notre fille n'était pas là. Elle était partie le week-end chez une amie à Rennes. Elle avait 26 ans et sa vie à elle, et cette maison était étrangement silencieuse sans elle. Mon mari m'avait proposé un petit déjeuner en tête-à-tête. Il avait sorti la belle nappe, celle qu'on n'utilisait que pour les grandes occasions, et il avait préparé des tartines avec la confiture de Mirabelle que ma mère faisait encore elle-même chaque été. J'aurais dû trouver ça suspect. À la place, j'avais trouvé ça touchant. Paulette était dans la pièce adjacente quand mon mari s'est approché avec le plateau. Elle était en train de plier du linge propre, ou du moins c'est ce que je croyais. Je me souviens de l'avoir vue, du coin de l'œil, s'immobiliser légèrement en le regardant poser le verre devant moi. J'avais vu quelque chose traverser son visage, une tension, une décision être, mais je n'y avais pas prêté attention. Je tendais déjà la main vers le verre quand elle a traversé la pièce trop rapidement, le plateau qu'elle portait a heurté la table, et le verre a basculé. L'eau s'est répandue sur la nappe, les comprimés ont glissé sur le carrelage. Mon mari a poussé une exclamation. Paulette s'est agenouillée immédiatement, ramassant les comprimés un par un, et c'est là qu'elle s'est penchée vers moi, la tête baissée comme si elle regardait le sol. « Ne prenez pas ça, Madame Élise. Je vous en supplie. Faites-moi confiance. » Ma main s'est mise à trembler. Mon mari était déjà debout, le visage fermé d'une façon qui ne correspondait pas du tout à la situation. Ce n'était qu'un verre renversé, mais il regardait Paulette avec une expression que je n'arrivais pas à nommer. De la colère, oui, mais autre chose aussi. De la peur peut être. « Paulette, c'est maladroit ?» a-t-il dit d'une voix trop contrôlée. « Je vais en préparer d'autres. » Il est retourné vers l'armoire à pharmacie dans le couloir. Et c'est là que j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais fait avant ce matin-là, quelque chose qui allait me sauver la vie. Quand il est revenu avec un nouveau verre et de nouveaux comprimés, je les ai pris avec un sourire. Je les ai portés à mes lèvres et j'ai fait semblant d'avaler. Puis, pendant qu'il se retournait pour attraper le pot de confiture, j'ai glissé les comprimés dans la poche de ma robe de chambre. Je ne savais pas encore ce que je cherchais à vérifier. Je savais seulement que Paulette n'était pas du genre à paniquer. Et cette voix qu'elle avait eue, cette voix basse et urgente, n'était pas la voix de quelqu'un qui avait renversé un verre par accident. Les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Mon mari mangeait ses tartines en me parlant de ses projets pour le jardin, de la haie qu'il voulait tailler, du barbecue qu'il voulait organiser avec ses collègues à la retraite. Il parlait, il souriait,
et je répondais automatiquement en observant chaque détail de son visage. Il n'y avait rien d'anormal. C'est ce qui m'a fait le plus peur. Il était parfaitement à l'aise. Ce soir-là, quand il est allé faire une sieste après le déjeuner, je suis allée trouver Paulette dans la buanderie. Elle était en train de repasser une chemise et elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de soulagement et de quelque chose qu'on appelle le courage quand on le voit sur le visage de quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé de m'expliquer. Elle a posé le fer à repasser. Elle a soufflé longuement et elle m'a dit ce qu'elle avait vu. Depuis 3 semaines, chaque matin, avant de me préparer mon verre, mon mari ouvrait les comprimés et y ajoutait quelque chose. Une poudre blanche, très fine, qu'il conservait dans un petit flacon en verre rangé tout au fond du tiroir de la salle de bain. Elle l'avait vu une première fois par hasard, depuis le couloir. Et elle n'avait pas su quoi faire. Elle avait attendu, espérant se tromper. Elle n'avait pas osé parler, parce que qui croirait une aide à domicile employée depuis 7 mois contre un mari de 31 ans, elle avait photographié le flacon avec son téléphone. Elle avait photographié la scène, 3 matins de suite, depuis le reflet de la fenêtre du couloir. Quand elle m'a montré les photos, je me suis assise sur le bord de la machine à laver parce que mes jambes ne me portaient plus. Ce soir-là, j'ai récupéré les comprimés que j'avais gardés dans ma poche. Je les ai mis dans un sachet en plastique. Et le lendemain matin, pendant que mon mari lisait son journal, j'ai appelé notre médecin de famille, le docteur Arnoux, et je lui ai demandé de me recevoir en urgence, seule, sans dire à mon mari où j'allais. Le docteur Arnoux était un homme d'une 60aine d'années, discret et rigoureux. Quand je lui ai posé le sachet sur son bureau et que je lui ai expliqué ce que Paulette avait observé, il a gardé le silence un long moment. Puis il a envoyé les comprimés à analyser en urgence dans un laboratoire de la région. Il m'a aussi prescrit une prise de sang complète, sans me dire ce qu'il cherchait, mais je voyais à son expression qu'il avait déjà une idée. Les résultats sont arrivés 2 jours plus tard. Il m'a rappelé sur mon portable pendant que mon mari était dans le jardin. « Élise, je dois vous voir aujourd'hui. Ne prenez plus aucun médicament que vous n'avez pas préparé vous-même et ne restez pas seule avec lui ce soir. » La poudre dans les comprimés était du thallium, un poison métallique, rare, qui agit lentement sur le système nerveux. On l'utilise parfois comme rodenticide, interdit en France depuis les années 80 pour usage domestique, mais qu'on peut encore trouver sur certains marchés parallèles. Le docteur, Arnoux m'a expliqué, avec une voix très calme qui cachait manifestement quelque chose de moins calme, que mes prises de sang montraient des taux anormaux. Que si j'avais continué pendant encore quelques semaines, les symptômes auraient progressé, une fatigue extrême, des douleurs articulaires, une perte de cheveux, des troubles neurologiques progressifs. On m'aurait diagnostiqué une maladie auto-immune. On aurait être jamais cherché plus loin. Tout s'est mis en place d'un coup, comme quand on retourne un puzzle et qu'on voit enfin l'image complète, les maux de tête du matin depuis 2 mois, la fatigue que j'attribuais à mon âge, les douleurs dans les jambes que mon mari m'avait gentiment conseillé de ne pas mentionner au médecin pour ne pas l'inquiéter inutilement. J'avais obéi. Dieu que j'avais obéi. Le docteur Arnoux a contacté la gendarmerie. Je suis rentrée à la maison ce soir-là comme si de rien n'était. J'ai préparé le dîner. Mon mari a mangé de bon appétit. Je regardais ses mains sur la table et je pensais à toutes les fois où ses mains avaient préparé mon verre le matin. Les gendarmes sont arrivés le lendemain matin, à 7 heures. Mon mari était encore en robe de chambre quand ils ont sonné. Il a eu un instant de décomposition totale, juste 1 seconde, avant de recomposer son visage en quelque chose d'indigné et d'incompréhensible. Je me souviens qu'il a dit « Il doit y avoir une erreur » avec une conviction tellement parfaite que j'ai eu un vertige. Combien de fois m'avait-il dit des choses avec cette même conviction parfaite? La perquisition a duré 4 heures. Les gendarmes ont trouvé le flacon de thallium dans le tiroir de la salle de bain, exactement là où Paulette l'avait vu. Ils ont trouvé autre chose, dans le bureau qu'il gardait toujours fermé à clé, et dont il avait toujours dit que j'avais tendance à déranger ses affaires. Un dossier d'assurance vie souscrit en mon nom 10 mois auparavant, pour un montant de 350 000 €, avec lui comme unique bénéficiaire. Des relevés de compte montrant des virements réguliers, depuis notre compte joint, vers un compte dont je n'avais jamais entendu parler. Et des messages sur un 2e téléphone, caché sous la semelle d'une vieille chaussure de randonnée au fond du placard. Les messages étaient adressés à une femme que je connaissais vaguement. Elle travaillait dans l'agence immobilière dont mon mari s'occupait depuis sa reconversion, 10 ans plus tôt. Elle avait 42 ans. Elle s'appelait, dans les messages, mon cœur et ma vie. Il l'appelait ma future,
Dans un message daté de 6 semaines avant ce matin-là, elle lui avait écrit « Tu es sûr que ça va aller vite maintenant? Je n'en peux plus d'attendre. » Il avait répondu « Encore quelques semaines et on sera libres. » Encore quelques semaines. J'ai lu ces messages dans le bureau du lieutenant de gendarmerie qui s'appelait Morel, une femme d'une 40aine d'années avec une façon très directe de parler qui m'a fait du bien. Elle m'a posé des questions précises, sans détour, et j'ai apprécié ça parce que mon cerveau n'avait plus la capacité de gérer les formules de politesse ce jour-là. Quand elle m'a demandé si j'avais remarqué des signaux avant, j'ai réfléchi vraiment, honnêtement, et j'ai dit oui. Oui, j'avais remarqué des choses, sa distraction, ses absences le week-end pour des clients, les appels qu'il prenait en sortant de la pièce. J'avais choisi de ne pas regarder trop près parce que regarder de près, à 63 ans, après 31 ans ensemble, ça fait une peur qu'on préfère éviter. Voilà ce que la peur fait. Elle nous empêche de voir ce qui pourrait nous sauver. Mon mari a été placé en garde à vue ce matin-là, puis mis en examen pour tentative d'empoisonnement avec préméditation. La femme de l'agence immobilière a été convoquée 2 jours plus tard. Elle a d'abord nié, puis minimisé, puis pleuré. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Les messages disaient le contraire. Ma fille a appris ce qui s'était passé par téléphone, ce soir-là. C'est la conversation la plus difficile que j'ai jamais eue. Elle avait 26 ans, elle adorait son père, et en quelques phrases, j'ai regardé quelque chose se briser en elle, que je savais ne jamais pouvoir réparer complètement. Elle a raccroché, et elle m'a rappelé 20 minutes plus tard, et elle a dit simplement « Je prends le premier train ». Elle est arrivée à Nantes à 22h30. Paulette était encore là. Je les ai regardés se rencontrer dans le couloir de la maison, ma fille, et cette femme que je connaissais à peine 7 mois plus tôt, et ma fille l'a prise dans ses bras sans même qu'on se soit dit un mot. Paulette a pleuré. Ma fille aussi. Moi, je n'ai pas pleuré ce soir-là. J'étais au-delà des larmes. J'étais dans cet espace étrange et ouaté qui vient après le choc, quand le cerveau protège le reste du corps en mettant le volume à 0. Le traitement pour éliminer le thallium de mon organisme a commencé 2 jours après. C'est un protocole long, inconfortable, qui mobilise l'ensemble du corps. J'avais des douleurs, des nausées, une fatigue qui n'avait rien à voir avec celle que j'avais connue avant. Mais c'était une fatigue honnête, celle du corps qui se bat, pas celle du corps qu'on détruit en secret. Je préférais infiniment l'une à l'autre. Pendant les semaines qui ont suivi, les enquêteurs ont démêlé l'ensemble du fil. Mon mari avait détourné 160 000 € de l'agence sur 2 ans, en gonflant des frais fictifs et en créant de faux fournisseurs. Il avait ouvert l'assurance vie 10 mois plus tôt, juste après avoir rencontré cette femme. Il avait commandé le thallium via un réseau sur Internet, payé en crypto-monnaie, livré à une adresse que je ne reconnaissais pas. Tout avait été planifié avec une méticulosité qui m'a glacé plus que n'importe quoi d'autre. Ce n'était pas un acte de désespoir. C'était un projet. Le procès s'est tenu au tribunal correctionnel de Nantes, 8 mois plus tard. La salle était pleine. Des journalistes, des collègues à lui qui avaient l'air sincèrement dévastés, quelques visages que je reconnaissais du quartier. Mon mari est entré menotté, dans un costume qui lui allait moins bien qu'avant il avait maigri en détention. Quand nos regards se sont croisés, j'ai cherché quelque chose. Du remords, de la honte, même de la colère. J'ai vu un homme qui calculait encore, qui évaluait encore, qui cherchait encore comment retourner la situation en sa faveur. Il n'y avait plus rien à retourner. Paulette a témoigné. Elle a raconté ce qu'elle avait vu matin après matin depuis le reflet de la fenêtre. Elle a montré les photos sur son téléphone. Sa voix ne tremblait pas. Je l'ai regardée depuis le banc des parties civiles et j'ai pensé que le courage prend parfois la forme d'une femme de 62 ans avec des cheveux gris et un tablier de travail, et que c'est aussi bien comme ça peut être même mieux. L'avocat de la défense a essayé de semer le doute. Il a suggéré que Paulette avait pu confondre le flacon avec un autre produit ménager, que les photos manquaient de contexte, que la présence de thallium dans mon sang pouvait avoir d'autres explications. Le procureur maître des Chênes a répondu avec les relevés bancaires, les messages du 2e téléphone, la chronologie de l'assurance vie. Il a dit, dans sa plaidoirie, quelque chose que je n'ai pas oublié, cet homme n'a pas agi dans un moment d'égarement. Il a ouvert un compte, il a commandé un poison, il a attendu, il a recommencé. Chaque matin, pendant des semaines, il a regardé sa femme dans les yeux et il lui a tendu la mort avec un sourire. La femme de l'agence immobilière a comparu séparément. Elle a pleuré beaucoup. Elle a dit qu'elle ignorait les détails. Le procureur a lu le message où elle écrivait encore quelques semaines, et on sera libre.
La salle est restée silencieuse une longue seconde après la lecture. Ce genre de silence qui pèse. Le tribunal a rendu son verdict 3 semaines après les plaidoiries. Mon mari a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La femme de l'agence a reçu 8 ans pour complicité de tentative d'assassinat. Quand le président du tribunal a prononcé les peines, je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'avais imaginée. J'ai ressenti quelque chose de plus calme et de plus lourd que ça. Quelque chose qui ressemblait à la fin d'une longue maladie. Pas la guérison, pas encore. Juste la fin de la fièvre. Les mois d'après ont été étranges. Je vivais dans la même maison, avec les mêmes meubles, les mêmes habitudes de lumière le matin, et pourtant tout était différent. Je me réveillais parfois la nuit en me souvenant d'un geste ordinaire, lui qui tenait ma main au cinéma, lui qui chantonnait en faisant la vaisselle, et je ne savais pas quoi faire de ces souvenirs. Les jeter, les garder? On ne vous apprend pas à trier 30 et 1 an de vie commune quand une partie de ces années s'avère avoir été une construction. Ma fille est restée plusieurs semaines avec moi. Nous avons parlé comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Elle m'a dit des choses sur son enfance que je ne savais pas, des petites douleurs qu'elle avait eues, des moments où son père lui avait dit des choses qui la tracassaient encore. J'ai compris que j'avais passé des années à protéger une image plutôt qu'à regarder la réalité. Ce n'est pas un reproche que je me fais, c'est une observation. La différence compte. Paulette est restée aussi, d'abord parce que j'avais besoin de quelqu'un, puis parce qu'elle était devenue quelque chose que les mots aide à domicile ne couvrent plus. Ma fille l'appelle ma tante Paulette depuis le soir où elle est arrivée de Rennes et l'a trouvée qui réchauffait une soupe sur la cuisinière en m'attendant. Il y a des liens qui se forment dans les crises et qu'on ne défait plus. Celui-là est de cela. L'enquête avait révélé, parmi les virements effectués par mon mari, qu'il avait prélevé une somme importante sur l'argent que j'avais hérité de ma mère quelques années plus tôt. Ma mère était morte en me laissant sa maison de campagne en Vendée et quelques économies. Cet argent avait été placé sur un compte commun que je ne surveillais plus. Il en avait utilisé une partie pour financer ses achats sur les marchés parallèles et une autre partie pour payer des week-ends avec cette femme dans des hôtels de la région. J'ai pleuré sur cet argent, non pas parce que c'était de l'argent, mais parce que c'était l'héritage de ma mère. Il avait utilisé la mort de ma mère pour financer sa trahison. Voilà le genre de détail qui ne figure pas dans les attendus du jugement, mais qui reste en vous comme une écharde. 2 ans après les faits, j'ai vendu la maison de Nantes. Je n'y arrivais plus. Trop de mains sur les murs, trop de matins avec ce plateau, trop de silence qui sonnait faux maintenant que je savais ce qu'ils avaient recouvert. J'ai acheté un appartement plus petit, dans un quartier que je ne connaissais pas, avec des fenêtres qui donnaient sur un jardin public. Je recommençais à zéro, à 64 ans. C'était terrifiant et, je dois l'admettre, légèrement libérateur. J'ai commencé à participer à un groupe de soutien pour les victimes de violences conjugales, d'abord parce que la lieutenante Morel me l'avait conseillé, puis parce que j'y avais trouvé quelque chose d'inattendu, la confirmation que je n'avais pas été stupide, que la honte était du mauvais côté, que voir ce qu'on ne veut pas voir n'est pas une faiblesse de caractère, mais une réponse humaine à une manipulation organisée. Je me suis mise à animer des séances, puis à intervenir dans des associations. J'avais 65 ans et je trouvais ma voie pour la première fois depuis longtemps. 3 ans après le procès, j'ai reçu une enveloppe de la prison, une lettre de mon mari, 2 pages manuscrites. Je suis restée une demi-heure à la regarder sur la table de la cuisine avant de l'ouvrir. Paulette était là. Elle ne m'a rien dit. Elle a juste posé 2 tasses de thé sur la table et elle s'est assise en face de moi. La lettre était courte, dans le fond. Il écrivait qu'il ne cherchait pas à s'excuser parce qu'il savait que ce mot ne valait rien venant de lui dans ces circonstances. Il écrivait qu'il avait commencé une thérapie en détention. Il écrivait que le moment où il s'était vu dans les yeux de notre fille, au palais de justice, le jour du verdict, avait été le moment où il avait compris ce qu'il avait vraiment détruit. Non pas notre mariage, mais elle. Il demandait si, un jour elle accepterait qu'il lui écrive directement. Pas pour se justifier, juste pour qu'elle sache. J'ai montré la lettre à ma fille. Elle l'a lue 2 fois. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps. C'est tout ce qu'elle a dit. Et c'était la réponse la plus honnête possible, et j'en suis fière. Moi, je n'ai pas répondu. Pas par vengeance, pas par colère. Simplement parce qu'il n'y avait rien que je veuille lui dire. J'avais dépensé 31 ans à lui parler, à l'écouter, à ajuster ce que je disais à ce que je pensais qu'il voulait entendre. Je n'avais plus rien à lui dire. Ce silence-là m'appartient. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Mon appartement sent le café du matin et les livres. Ma fille habite à 20 minutes de chez moi, dans le même quartier par un concours de circonstances que je refuse d'appeler hasard. Paulette vient 2 fois par semaine, mais elle ne vient plus travailler.
Elle vient prendre le thé et râler sur les émissions de cuisine qui passent à la télévision. Ma petite fille, oui. Ma fille a eu une petite fille l'année dernière, Céleste, 9 mois, et déjà un caractère pose parfois ses petits doigts sur mon visage avec cette gravité sérieuse des bébés qui examinent le monde, et je pense que voilà, c'est ça la vie qui continue. Je pense souvent à ce matin-là, au moment précis où j'ai mis les comprimés dans ma poche au lieu de les avaler. Je ne sais toujours pas ce qui m'a retenue. La voix de Paulette, oui, mais aussi quelque chose d'autre, une intuition très ancienne que je n'avais jamais écoutée et qui avait choisi ce matin-là pour se faire entendre enfin. Peut être qu'une partie de moi savait depuis longtemps. Peut être que nous savons toujours, et que la vraie question, c'est ce qu'on décide de faire avec ce qu'on sait. Ce que je sais aujourd'hui, c'est ceci. La trahison la plus profonde n'est pas celle qu'on vous fait. C'est celle qu'on se fait à soi-même en choisissant de ne pas regarder. Et la vraie victoire n'est pas le verdict du tribunal, même si ce verdict était juste et nécessaire. La vraie victoire, c'est le matin où vous vous réveillez et où vous réalisez que vous avez passé la semaine entière sans penser à lui, puis le mois, puis vous arrêtez de compter. Si cette histoire vous a touché, je serais heureuse de lire vos pensées dans les commentaires. Et dites-moi d'où vous nous regardez, je suis toujours émue de découvrir à quel point nos histoires peuvent voyager loin. La prochaine histoire qui apparaîtra sur votre écran est celle d'une femme qui a découvert, à 60 ans passés, que la vie pouvait encore lui réserver quelque chose qu'elle n'attendait plus. Je pense que vous ne serez pas déçus. Il y a une chose que j'ai mise longtemps à comprendre, et que je veux dire ici maintenant parce que c'est peut être la seule chose vraiment utile que cette histoire peut laisser derrière elle. Ce qui m'est arrivé n'était pas une malchance, ce n'était pas non plus une fatalité. C'était le résultat d'une série de choix, les siens, oui, mais aussi les miens. Pendant des années, j'avais choisi de ne pas voir. Pas parce que j'étais stupide, parce que regarder en face ce qu'on presse depuis longtemps demande un courage que personne ne nous apprend à avoir. On nous apprend à être patiente, à préserver la paix, à donner le bénéfice du doute. On ne nous apprend pas à faire confiance à cette petite voix intérieure qui dit, parfois très doucement, que quelque chose ne va pas. Paulette, elle, a fait confiance à ce qu'elle voyait. Elle n'avait pas de certitude absolue. Elle avait peur de se tromper, peur qu'on ne la croie pas, peur des conséquences. Et malgré tout ça, elle a choisi d'agir. C'est ça, le courage, non pas l'absence de peur, mais la décision d'agir quand même. Je pense souvent à ce qu'il aurait fallu comme force intérieure pour faire ce qu'elle a fait, elle qui n'était là que depuis 7 mois, elle qui n'avait aucune raison évidente de prendre ce risque. Elle l'a pris parce que c'était juste. Voilà ce que j'appelle la vertu dans sa forme la plus simple et la plus réelle. Mon mari, lui, avait choisi autre chose. Il avait choisi l'intelligence au service de la tromperie planifiée, calculée, optimisée. Il était intelligent, je ne l'ai jamais nié, mais l'intelligence sans conscience morale n'est qu'un outil dangereux. Elle vous permet de construire des plans élaborés, de cacher des flacons au fond des tiroirs, d'acheter des téléphones supplémentaires. Elle ne vous protège pas, en revanche, de vous retrouver face à vous-même dans une cellule, à 60 ans passés, avec pour tout héritage des relevés bancaires frauduleux et une fille qui ne veut plus vous voir. Voilà la loi que j'ai vue à l'œuvre dans cette histoire. Ce qu'on fait aux autres finit par dessiner ce qu'on devient. Pas comme une punition venue de l'extérieur, mais comme une conséquence naturelle et logique. Mon mari a passé des mois à m'affaiblir pour mieux m'effacer. C'est lui qui est aujourd'hui effacé de notre maison, de la vie de sa fille, de tout ce qu'il avait prétendu vouloir protéger. Et moi, que lui avait condamné à disparaître, je suis toujours là, avec mon appartement qui sent le café du matin, ma petite fille Céleste, et Paulette qui râle sur les émissions de cuisine. Ce que j'aimerais que vous reteniez, si vous avez traversé vous-même quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu, c'est ceci. La reconstruction n'est pas une ligne droite, et elle n'est pas rapide, mais elle est possible. Elle commence le jour où vous décidez que votre vie ne sera plus définie par ce qu'on vous a fait, mais par ce que vous choisissez d'en faire. Ce jour-là peut arriver à n'importe quel âge. Il m'est arrivé à 63 ans, dans une buanderie, en écoutant une femme aux cheveux gris me dire ce qu'elle avait vu. Il n'est jamais trop tard pour que quelqu'un vous tende la vérité, et il n'est jamais trop tard pour décider de la recevoir.